Il existe des moments dans la vie qui divisent le temps en avant et après. Des moments où une seule phrase a le pouvoir de déchirer des décennies d'amour, de sacrifice, de silence. Et pour moi, ce moment est arrivé 3 jours avant la fête des 15 ans de ma petite fille Sophie. Mamie, n'apparaît pas trop à la fête, d'accord? Tu es un peu, une honte. 5 mots. Seulement 5 mots prononcés avec la naturalité de quelqu'un qui demande de baisser le volume de la télévision. Comme si elle ne plantait pas un couteau dans le cœur de quelqu'un qui avait vendu jusqu'aux bijoux de mariage pour payer cette fête. Mais laissez-moi revenir un peu en arrière. Laissez-moi vous raconter comment une grand-mère de 63 ans, couturière retraitée, veuve depuis 7 ans, en est arrivée au point d'être appelée une honte par sa propre petite fille. Parce que cette histoire n'a pas commencé ce jour-là. Elle a commencé bien avant. Dans le silence, dans les petits gestes ignorés, dans les absences justifiées, dans les appels téléphoniques qui ont cessé de venir. Mon nom est Béatrice, et voici l'histoire de comment l'amour inconditionnel se transforme en leçon quand la gratitude disparaît. Sophie est née un novembre pluvieux de 2009. Je m'en souviens parce que ma fille Marianne a eu des complications lors de l'accouchement, et j'ai passé 3 jours entiers à l'hôpital, priant, négociant avec Dieu, promettant n'importe quoi en échange de leur vie. Quand j'ai finalement pu tenir Sophie dans mes bras, ce bébé frêle de 2 kg 800 grammes, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis la naissance de Marianne. Un but renouvelé. Mon mari Henri était à mes côtés, les yeux rouges d'émotion. Cette petite ira loin, Béa, a-t-il murmuré. Je le sens. Henri a toujours été comme ça. Intuitif, prophétique, même. Il est mort 6 ans plus tard sans voir Sophie grandir, mais ces mots sont restés avec moi comme une mission. Les premières années ont été magiques. Je m'occupais de Sophie 3 fois par semaine, pendant que Marianne et mon gendre Laurent travaillaient. C'étaient des après-midi de poupées, de dessins animés, de gâteaux au chocolat qui laissaient toute la cuisine barbouillée. Sophie m'appelait Mamie Béa avec cette petite voix fine, et chaque syllabe semblait guérir les blessures du veuvage récent. Mais les choses ont commencé à changer quand Sophie est entrée à l'école privée. Marianne et Laurent ont toujours eu cette obsession du statut. Je ne les blâme pas complètement. Ma fille a grandi dans une HLM modeste, avec un père employé de la RATP et une mère couturière. Elle a toujours voulu plus. Et elle a réussi. Laurent est directeur d'agence bancaire, Marianne responsable marketing. Ils gagnaient bien, mais jamais assez bien pour le stand-in qu'ils désiraient. L'école privée était chère. L'appartement dans le 16e arrondissement où ils vivaient, encore plus. Les vêtements de Sophie devaient être de marque. Les goûters d'anniversaire des copines se déroulaient dans des salles de réception thématiques qui coûtaient ce que je gagnais en 2 mois de retraite. Et petit à petit, très petit à petit, j'ai commencé à remarquer que ma présence dans la vie de Sophie était en train d'être éditée. Maman, pas besoin de chercher Sophie à l'école aujourd'hui. Je vais partir plus tôt. Maman, ce week-end on part en Normandie, juste nous 3. Maman, le spectacle de fin d'année est seulement pour les parents. Petites exclusions. Rien de flagrant. Rien que vous puissiez pointer du doigt et dire « Regardez, là c'était méchant ». Mais qui, additionné, formait un schéma clair. J'étais en train d'être écarté. Quand Sophie a eu 10 ans, Henri était déjà parti depuis 1 an. L'appartement était trop silencieux. J'ai commencé à faire des travaux de couture à domicile pour ne pas devenir folle. Retouches, ourlets, robes de soirée. L'argent supplémentaire aidait, mais la vraie raison était de combler le vide. C'était un dimanche après-midi que Marianne est apparue chez moi dans mon petit 2 pièces de Montreuil. Elle avait cette expression que je connaissais déjà. L'expression de quelqu'un qui va demander quelque chose. « Maman, je dois te parler. » Nous nous sommes assises dans la cuisine. J'ai fait du café. Elle remuait sa tasse sans boire. « Maman, Sophie va avoir besoin d'un appareil orthodontique. C'est cher. Maman, très cher. » Elle n'a pas demandé d'aide directement. Elle ne demandait jamais. Elle plantait juste la graine et attendait que j'offre. Combien? 8 000 €. Traitement complet. J'avais 12 000 € de côté. Les économies de toute une vie. J'ai pensé au sourire de Sophie, aux dents un peu tordues, à la timidité qu'elle montrait en souriant la bouche ouverte. Je paie. Marianne n'a pas demandé si j'en avais les moyens. N'a pas demandé si j'en avais besoin. Elle a simplement remercié, m'a embrassé trop rapidement, et est partie. J'ai dépensé 8 000. Il en restait 4. 6 mois plus tard, Sophie avait besoin d'un MacBook pour l'école. Travaux numériques, mamie. Impossible de faire sans. Leçon partie 2500. L'année suivante, un cours d'anglais intensif dans un institut britannique essentiel pour son avenir. 1200 cents par trimestre. Quand Sophie a eu 14 ans,
Mes économies s'étaient transformées en cendres. Mais je voyais ses yeux briller quand elle montrait son travail scolaire, quand elle parlait anglais avec un accent parfait, quand elle souriait sans cacher ses dents maintenant alignées. Ça valait le coup, pensais-je. Chaque centime valait le coup. Jusqu'à ce que arrive la réunion sur la fête des 15 ans. Marianne, Laurent et Sophie sont apparus chez moi un jeudi soir. C'était inhabituel. Ils ne venaient jamais sans prévenir dans mon petit appartement de banlieue. Mamie, Sophie m'a embrassée avec cet enthousiasme adolescent. Pendant un moment, j'ai senti que rien n'avait changé, que j'étais encore importante. Nous nous sommes assis dans le salon. Marianne est allée droit au but. Maman, Sophie va avoir 15 ans dans 3 mois. Je savais. J'avais marqué sur le calendrier avec un stylo rouge. Nous planifions une belle fête. Quelque chose d'inoubliable. Laurent a sorti son téléphone, m'a montré des photos de salle de réception, décoration, robes qui semblaient sorties de films Disney. 60 personnes. DJ professionnel, traiteur gastronomique, décoration thématique princesse royale. Sophie était radieuse, les yeux vitreux sur ces images de fête parfaite. Combien ça va coûter? Ai-je demandé, sentant déjà le poids dans la question. 35 000 €. Le silence qui a suivi semblait solide. On aurait pu le couper au couteau. Nous avons réuni 22 000, a continué Marianne. Mais c'est difficile de boucler le montant. Les taux d'intérêt du crédit sont absurdes. Un prêt bancaire alors, n'en parlons pas. Elle ne demandait pas, elle exposait simplement la situation. Mais je connaissais ma fille, je connaissais ce ton de voix. J'ai regardé Sophie, elle avait cette attente dans les yeux. La même attente que quand elle était petite et me demandait de faire un gâteau. Combien manque-t-il? 13 000. Je n'avais pas 13 000. Je n'avais même pas près de ça. Mais j'avais l'appartement. L'appartement où j'avais élevé Marianne après avoir quitté la HLM, où j'avais vécu 30 ans avec Henri, où chaque pièce gardait des souvenirs qui valaient plus que n'importe quelle valeur en argent. Je peux faire un prêt hypothécaire, j'ai entendu ma propre voix dire. Marianne a essayé de protester, mais sans force. Laurent est resté silencieux. Sophie m'a embrassé en pleurant. Merci, mamie, tu es la meilleure du monde. À ce moment-là, j'ai cru que je faisais la bonne chose. Les 3 mois suivants ont été intenses. Je me suis occupée de chaque détail que Marianne déléguait. J'ai cherché des devis, négocié avec les prestataires, utilisé mon expérience de couturière pour obtenir des réductions sur les tissus de décoration. J'ai pris le prêt hypothécaire, 13 000 € à payer en 36 mois. Je n'ai dit à personne que les mensualités consommeraient la moitié de ma petite retraite de la sécurité sociale. Je n'ai pas dit que je devrais recommencer à faire des retouches à domicile, à 63 ans, avec l'arthrite commençant à faire mal aux mains. Sophie était de plus en plus impliquée dans les préparatifs, mais aussi de plus en plus distante. Mamie, aujourd'hui je ne peux pas parler. Je dois choisir les photos pour le diaporama de la fête. Mamie, ce samedi je vais avec maman aux Galeries Lafayette chercher la robe. Mamie, je suis occupée. J'ai essayé de participer. J'ai offert mon aide. J'ai demandé les détails. Mais il y avait quelque chose de nouveau dans l'air, une tension que je n'arrivais pas à nommer. C'était 2 semaines avant la fête que j'ai compris. Marianne est venue me voir seule dans mon appartement. Elle semblait mal à l'aise. Maman, je dois te dire quelque chose. Mon cœur s'est serré. Quelques amis de Sophie seront à la fête. Des gens, de bonne famille, filles d'avocats, de médecins, d'entrepreneurs. Elle ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Sophie est un peu anxieuse. Adolescente, tu sais, ce besoin d'impressionner les autres. Et, elle a demandé que tu n'apparaisses pas trop. Reste plutôt discrète. Genre, profite de la fête, mais sans attirer l'attention. Chaque mot était une petite mort. Attirer l'attention comment? Ai-je demandé, la voix étonnamment calme. Oh, maman, tu sais, ces filles sont de milieux aisés. Elles remarquent tout. Et toi, tu es plus modeste. La façon de parler, de t'habiller, ton accent de banlieue. Sophie a peur qu'elle fasse des commentaires. Modeste. Le mot a résonné dans ma tête comme une cloche funèbre. Moi, qui avais payé l'appareil dentaire qu'elle exhiberait en souriant à la fête. Moi, qui avais payé le cours d'anglais qu'elle utiliserait pour impressionner les copines. Moi, qui payais, littéralement, pour cette fête. Modeste. J'ai compris. C'est tout ce que j'ai pu dire. Marianne est partie rapidement, soulagée que je n'ai pas fait de scène. Je suis restée seule dans le salon, regardant les photos au mur. Sophie bébé, Sophie enfant, Sophie adolescente. Sur combien d'entre elles étais-je présente?
3 jours avant la fête, Sophie est venue me voir à Montreuil. Elle est entrée animée, parlant des derniers ajustements, de qui avait confirmé sa présence, de combien ce serait parfait. J'ai écouté en silence, préparant un goûter qu'elle a à peine touché. « Mamie, tu seras belle à la fête. Mais tu te souviens de ce que maman a dit, hein, à propos de ne pas trop te montrer. Parce que, genre, tu sais, elle était sur son iPhone, prêtant à peine attention à ses propres mots. Non, Sophie, je ne sais pas. » Elle a levé les yeux, percevant quelque chose de différent dans mon ton. « Oh, mamie, ne sois pas comme ça. C'est que tu es un peu, une honte, tu vois ?» Maman a essayé d'être délicate, mais c'est ça. Tu es un peu, vieille France. Tu dis putain parfois. Tu as cet accent de banlieue bien, populaire. Honte. Le mot planait dans l'air entre nous comme quelque chose de physique, palpable. Mais je t'aime, tu vois, a-t-elle complété, comme si cela effaçait tout. Tu es ma mamie préférée. Je suis ta seule grand-mère, ai-je pensé. Les parents de Laurent sont morts avant sa naissance. Sophie est restée 10 minutes de plus, à parler de la fête, m'a donné un bisou rapide sur la joue et est partie dans l'Uber que Laurent avait commandé, laissant une traînée de parfum Chanel et de mots bon marché. Je me suis assise dans le même fauteuil où Henri s'asseyait, où il me consolait quand la vie pesait, où nous planifions l'avenir qu'il n'a pas vécu pour voir. Et pour la première fois depuis sa mort, j'ai pleuré de colère, pas de tristesse, de colère. Colère contre moi-même, pour avoir été si aveugle, pour avoir confondu amour et permissivité, pour avoir pensé que l'argent était la seule façon de montrer de l'affection. J'ai pris le contrat de prêt hypothécaire, 13 000 €, 36 mensualités, la moitié de ma retraite mensuelle pour les 3 prochaines années. Pour être appelée une honte, j'ai regardé le téléphone. J'ai pensé appeler Marianne, tout annuler, les laisser se débrouiller avec la fête incomplète. Mais je n'ai rien fait de tout ça, parce que j'ai eu une meilleure idée. Dans les 3 jours suivants, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie. J'ai rassemblé des preuves. J'ai pris tous les reçus. Le justificatif de l'appareil orthodontique, celui du MacBook, les reçus des cours d'anglais, des relevés bancaires montrant les virements à Marianne au fil des années, et le principal, le contrat de prêt hypothécaire, 13 000 € pour compléter le montant de la fête des 15 ans. Je n'ai dit à personne ce que je planifiais, ni à ma sœur Hélène, qui a appelé pour demander si j'allais bien, ni à Madame Céline, ma voisine et amie de décennies. J'ai acheté une robe, pas modeste, pas populaire, une robe bleu marine de chez Monoprix, élégante, discrète, mais belle. J'ai dépensé 300 € que je n'avais pas, mais que je devais dépenser. Je suis allée chez le coiffeur du quartier. J'ai fait cheveux, brushing, maquillage. Quand je me suis regardée dans le miroir, j'ai vu la Béatrice d'avant le deuil. La Béatrice qu'Henri aimait. La Béatrice qui avait encore de la dignité. La coiffeuse, Madame Sylvie, a perçu quelque chose de différent. Vous allez quelque part de spécial. Je vais à une fête, ai-je répondu. La fête de ma petite fille. Comme c'est beau. Elle doit être si heureuse de vous avoir là. J'ai souri sans répondre. La veille de la fête, j'ai appelé la salle de réception dans le 17e arrondissement où se déroulerait la célébration. J'ai parlé avec le gérant, Monsieur Rousseau, qui avait été très attentionné pendant les négociations du budget. Monsieur Rousseau, il y a un microphone dans la salle, n'est-ce pas? Oui, Madame Béatrice. Pour les discours et le digi. Parfait, j'en aurai besoin. Vous allez faire un discours? Comme c'est touchant. Mademoiselle Sophie ne l'a pas mentionné. C'est une surprise. J'ai raccroché et regardé le dossier que j'avais préparé. Documents organisés, reçus, relevés, contrat, vérité organisée. Je n'étais pas sûre de faire la bonne chose, mais j'étais sûre de ne pas pouvoir laisser passer. Parce que si je laissais passer, j'enseignerais à Sophie que l'humiliation a un prix, que l'amour inconditionnel signifie accepter le manque de respect, qu'être appelée une honte est le coup d'être grand-mère. Et ça, je ne pouvais pas l'accepter. Le jour est arrivé. Samedi, 19 h. La salle dans le 17e était méconnaissable tellement elle était belle. Lumière dorée, fleurs blanches et roses partout. Table décorée avec des arrangements floraux qui devaient coûter une fortune chacun. Un gâteau-pièce monté de 3 étages, réplique d'un château. DJ installé sur scène, équipement professionnel. Tout parfait, tout comme Sophie en avait rêvé. Je suis arrivée tôt, comme convenu. Marianne m'a embrassé rapidement, évaluant mon look d'un œil critique mais soulagé. « Tu es bien, maman. Tu vois comme ce n'est pas difficile. » Je n'ai pas répondu.
Laurent a salué d'un signe. Il était nerveux, organisant les derniers détails avec le traiteur. Sophie est arrivée une demi-heure plus tard. La robe était éblouissante, rose poudrée, toute brodée de perles, avec une traîne discrète. Elle ressemblait à une princesse de film. Mes yeux se sont remplis de larmes, et pendant une seconde j'ai tout oublié. C'était ma petite fille, ma Sophie. Mamie, elle m'a embrassée rapidement. Tu es différente. C'est bien. Différente. Pas belle. Pas élégante. Différente. Comme si la version standard de moi était inacceptable. Les invités ont commencé à arriver. Exactement le type de gens que Marianne et Laurent voulaient impressionner. Vêtements de créateurs, voiture allemande garée devant, conversation sur les vacances aux Maldives et les écoles internationales. Je suis resté dans un coin, observant. Quelques personnes m'ont salué poliment. La plupart m'ont ignoré. J'ai vu Sophie présentant ses copines aux parents. Je l'ai vue radieuse, étant photographiée, étant le centre de tout. Et j'ai aussi vu quand une des copines, une blonde aux cheveux parfaitement lissés au fer, a pointé vers moi et a chuchoté quelque chose à son oreille. J'ai vu Sophie faire un petit rire gêné et détourner le regard. À ce moment-là, la tristesse a laissé place à la certitude absolue. Je devais faire ça. La fête battait son plein. Les gens mangeaient du foie gras, buvaient du champagne, dansaient. Le DJ jouait des tubes actuels que je connaissais à peine. Sophie était sur la piste, entourée de copines, vivant son moment de princesse. Marianne et Laurent conversaient avec un couple, affichant ce sourire de ceux qui sont en train de réseauter. Je suis allé voir le gérant, Monsieur Rousseau. J'ai besoin du microphone maintenant. Il a cligné des yeux, confus. Mais les discours sont programmés pour après le dîner, Madame Béatrice. Ça ne peut pas attendre. Quelque chose dans mon ton l'a fait ne pas questionner. Il a pris le microphone, a demandé au DJ de faire une pause. La musique diminuait. Les gens ont commencé à regarder vers la petite scène. Curieux, j'ai monté les 3 marches jusqu'à là. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait si fort que je pensais que tout le monde pourrait l'entendre. Marianne m'a vu et a pâli. Elle a couru dans ma direction, mais j'avais déjà le microphone en main. Bonsoir. Ma voix a résonné dans la salle. Étonnamment ferme. 60 personnes me regardant. Sophie me regardant, les yeux écarquillés de surprise et de peur. Mon nom est Béatrice. Je suis la grand-mère de la fêtée. Quelques sourires polis, des applaudissements épars. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps, mais je dois dire quelque chose. Marianne était à 3 mètres de moi, paralysée. Laurent a tenu son bras, l'empêchant de monter sur scène. Sophie, ma chérie, aujourd'hui c'est ton jour. Un jour dont tu as rêvé pendant des mois. Et je suis très heureuse de te voir si belle, si épanouie. Sophie a souri, incertaine. Quelques copines chuchotaient entre elles. Cette fête est parfaite. Chaque détail, chaque fleur, chaque morceau de cette pièce montée magnifique. Tout exactement comme tu le voulais. J'ai fait une pause. J'ai respiré profondément. Et je devais que vous sachiez que cette fête, toute cette fête, a été payée par moi. Le silence qui a suivi était absolu. Même le DJ a arrêté de toucher sa console. Le traiteur, la décoration, le DJ, la robe magnifique que Sophie porte, payée par moi. J'ai vu le visage de Marianne se tordre entre honte et colère. J'ai vu Laurent baisser la tête. J'ai vu Sophie, paralysée au milieu de la piste, les copines autour d'elle en silence choqué. 13 000 €. C'était ce qui manquait pour boucler le montant total. 13 000 € que je n'avais pas. Alors j'ai fait un prêt hypothécaire sur mon appartement. Quelques personnes ont étouffé. Une dame a porté la main à sa bouche. Mon appartement de Montreuil, où j'ai vécu 30 ans avec mon défunt mari, où j'ai élevé ma fille seule, où j'ai gardé chaque souvenir qui vaut quelque chose dans cette vie. J'ai vu des larmes commencer à couler sur le visage d'une des tantes de Laurent. Mais vous savez ce qui est ironique, j'ai continué, et ma voix avait maintenant une touche de quelque chose que je reconnaissais à peine. Amertume? Libération? Il y a 3 jours, ma petite fille m'a dit que je ne devais pas trop me montrer à cette fête, que j'étais une honte. Le silence s'est approfondi. Maintenant on pouvait entendre la climatisation. Parce que je suis modeste, parce que je parle avec l'accent de banlieue parfois, parce que je ne porte pas de vêtements de créateur, parce que je suis populaire. J'ai regardé directement Sophie. Elle pleurait, le mascara coulant, et je suis resté là à penser. Comment quelqu'un peut-il être une honte à sa propre fête qu'elle a payée? J'ai pris le dossier que j'avais laissé sur une chaise latérale. Monsieur Rousseau, le gérant, avait les yeux écarquillés,
ne sachant pas s'il devait m'arrêter ou me laisser continuer. Laissez-moi vous raconter une histoire, j'ai continué. L'histoire d'une grand-mère idiote. J'ai ouvert le dossier. J'ai sorti le premier reçu. 8 000 €. Appareil orthodontique. Parce que ma petite fille devait avoir le sourire parfait. J'ai montré le papier au public. Quelques personnes se sont levées, essayant de mieux voir. 2500. MacBook Pro. Parce que les travaux scolaires ne se font pas sans la meilleure technologie, n'est-ce pas? Autre papier levé. 1200 cents. Par trimestre. Pendant 3 ans. Cours d'anglais intensif dans un institut britannique. Parce que ma petite fille devait parler comme ces jeunes filles de Neuilly parlent. J'ai vu une des copines de Sophie, la blonde, baisser la tête. En additionnant tout ce que j'ai dépensé pour ma petite fille ces 5 dernières années, ça fait, laissez-moi voir, 27 000 €. Le nombre a résonné dans la salle comme un coup de feu. 27 000 € de la petite retraite d'une couturière. D'une femme qui se lève à 5 heures du matin pour faire des retouches à domicile parce que sa pension ne suffit pas. D'une femme qui a de l'arthrite aux mains mais continue à coudre parce qu'elle en a besoin. Marianne pleurait maintenant. Des sanglots silencieux qui secouaient ses épaules. Et vous savez pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dépensé chaque centime? J'ai regardé Sophie, qui avait le visage entre les mains. Parce que je pensais que c'était de l'amour. Je pensais que tout donner était la façon de montrer que j'importais, que j'étais nécessaire. J'ai rangé les papiers dans le dossier. Mais aujourd'hui j'ai appris quelque chose. L'amour sans respect n'est pas de l'amour. C'est juste une transaction. Je suis descendu de la scène. Mes jambes tremblaient tellement que j'ai failli trébucher sur la dernière marche. Monsieur Rousseau a tenu mon bras. Vous allez bien? A-t-il chuchoté. J'ai hoché la tête. J'ai marché vers la sortie. 60 personnes m'observaient en silence absolu. Le son de mes talons sur le parquet était le seul bruit. J'étais presque à la porte quand j'ai entendu « Mamie ». La voix de Sophie, brisée par les pleurs. Je me suis arrêtée. Je ne me suis pas retournée. « Mamie, s'il te plaît, ne pars pas ». J'ai senti une main sur mon épaule. Je me suis retournée. Sophie était là, le visage détruit par le maquillage bavé, la robe parfaite tachée de larmes. « Pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi ». J'ai regardé vers elle. Ma petite fille, ma petite. Et j'ai vu au-delà de l'adolescente gâtée. J'ai vu l'enfant qui a été modelé par des parents obsédés par le statut social. J'ai vu la fille qui novamment continuar a appris de mauvaises valeurs parce que personne ne lui a enseigné les bonnes. Sophie, ai-je dit doucement, je t'aime. Je t'aimerai toujours. Mais je ne peux pas accepter le manque de respect. Ni le tien, ni celui de personne. Je sais, j'ai été horrible. J'ai été. Elle s'est effondrée dans mes bras, sanglotant. Et là, au milieu de cette salle absurdement chère du 17e arrondissement, avec 60 personnes observant, j'ai serré ma petite fille dans mes bras. Parce que pardonner concerne la personne qui pardonne, pas celle qui est pardonnée. Mais l'étreinte ne signifiait pas que tout était résolu. Marianne s'est approchée, le visage rouge de honte et de colère mélangés. Maman, tu n'avais pas besoin de faire ça. Pas comme ça, devant tout le monde. J'ai regardé vers elle avec un calme que je ne savais pas posséder. Marianne, quand aurais-je pu le faire? Dans les conversations que tu évites? Dans les visites à Montreuil que tu raccourcis toujours? Dans les appels téléphoniques que tu ne retournes jamais? Elle a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Tu as élevé cette fille pour avoir honte de moi, pour valoriser l'apparence plus que le caractère, l'argent plus que la dignité. Ce n'est pas vrai. Non. Alors pourquoi m'as-tu demandé de rester discrète à la fête que j'ai payée? C'était faux, a-t-elle murmuré. Faux était de permettre, ai-je répondu. Faux était de penser que j'achèterais votre amour avec mon appartement. Laurent s'est approché. Pour la première fois, il semblait petit. Madame Béatrice, nous n'avons pas réfléchi. C'était faux. Faux était de me laisser faire, ai-je répondu. Faux était de penser que votre belle vie dans le 16e méritait que je sacrifie mon toit. Sophie était toujours accrochée à moi, pleurant tellement qu'elle commençait à manquer d'air. Mamie, qu'est-ce que je fais? Comment je répare? Je l'ai éloignée gentiment. J'ai tenu son visage entre mes mains. Tu apprends, Sophie, tu apprends que personne n'est une honte pour être modeste. Tu apprends que l'argent n'achète pas le caractère. Tu apprends que les gens qui t'aiment vraiment sont ceux qui restent même quand tu n'as rien à offrir. J'apprends. Je promets que j'apprends. J'ai regardé autour. Quelques personnes étaient parties, gênées. D'autres restaient, certaines avec des larmes aux yeux. Une dame s'est approchée. Elle devait avoir environ 50 ans, bien habillée,
style bourgeois parisien. Madame Béatrice, mon nom est Françoise. Je suis la mère d'Amélie, amie de Sophie. J'ai fait un signe de salutation. Je voulais juste dire que vous êtes extraordinaire, et que votre petite fille a beaucoup de chance. Elle est retournée vers sa fille, qui observait tous les yeux écarquillés. D'autres ont commencé à s'approcher. Pas tous, mais quelques-uns, disant des mots de soutien, d'admiration, de honte de ne pas avoir remarqué. Et j'ai perçu quelque chose de curieux. La honte avait changé de camp. 2 heures plus tard, la fête essayait de continuer. Mais ce n'était plus pareil. La musique était revenue. Le traiteur continuait à servir, mais il y avait une tension dans l'air que personne ne pouvait dissimuler. Sophie ne voulait pas me lâcher. Elle était collée à moi comme quand elle était petite et faisait des cauchemars. Marianne et Laurent gardaient leur distance, conversant dans des coins, discutant clairement. J'ai demandé à Monsieur Rousseau d'appeler les 3 jusqu'à moi. Nous sommes allés dans un petit bureau au fond de la salle. Je dois dire quelque chose, ai-je commencé. Marianne était déjà sur la défensive. Maman, nous avons déjà compris. Tu avais raison. Nous avons eu tort. Tu n'as pas besoin. Ce n'est pas à propos de ça. Silence. Je vais annuler le prêt hypothécaire. Sophie a écarquillé les yeux. Comment? Il y a un délai de rétractation selon la loi Scrivener. 10 jours pour me désister. Je suis encore dans les délais. Mais la fête a déjà eu lieu, a dit Laurent, confus. Exactement. La fête a eu lieu. Mais je ne vais pas passer les 3 prochaines années à payer pour une soirée où j'ai été appelée une honte. Mamie, non. Sophie a tenu ma main. Je vais payer. Je trouve un petit boulot. Sophie, tu as 15 ans. Tu ne paieras rien. J'ai regardé Marianne et Laurent. Vous allez payer. Le silence était tranchant. Vous vouliez une fête de 35 000 €. Vous allez payer pour elle. Trouvez un moyen. Crédit à la consommation, prêt bancaire, peu importe. Mais ce ne sera pas mon appartement comme garantie. Laurent a avalé difficilement. Madame Béatrice, nous ne pouvons pas. Les taux d'intérêt vont être prohibitifs. Alors peut-être auriez-vous dû y penser avant de planifier une fête que vous ne pouviez pas payer, avant de m'utiliser comme la Banque de France, avant d'enseigner à cette fille que l'apparence du 16e arrondissement vaut plus que la dignité de Montreuil. Marianne a essayé de protester. Maman, tu ne peux pas faire ça. Nous avons déjà pris l'engagement avec la salle, avec les prestataires. Vous pouvez prendre l'engagement financier aussi. Alors, j'ai pris mon sac à main. À l'intérieur était le contrat de prêt hypothécaire. Demain matin, 1re heure, je vais à la banque annuler selon la loi. Et vous allez voir Monsieur Rousseau pour résoudre comment vous allez payer ce qui manque. Mais ça va nous ruiner financièrement, a murmuré Laurent. Et tu penses que ça n'allait pas me ruiner? La différence, c'est que vous avez des salaires de cadre, vous avez l'âge pour vous rétablir, vous avez des options. Moi j'ai une petite retraite de 1 200 € et de l'arthrite aux mains. Le silence qui a suivi était lourd comme du plomb. Sophie me regardait avec un mélange de peur et d'admiration que je n'avais jamais vu auparavant. Mamie, tu es sérieuse? Complètement. Mais je pensais que tu m'avais pardonné. J'ai pardonné. Mais pardonner ne signifie pas accepter les conséquences à ta place. Vous avez fait cette fête arriver. Vous payez pour elle. Je suis sortie du bureau, laissant les 3 là, en train de traiter. La fête se vidait. Beaucoup de gens étaient partis. Ceux qui restaient semblaient gênés, ne sachant pas comment agir. J'ai pris congé de Monsieur Rousseau, les remercier pour la compréhension, et je suis sortie vers le parking souterrain. L'air froid de la nuit parisienne a frappé mon visage comme une gifle nécessaire. Je suis montée dans ma vieille Renault Clio, celle que Sophie avait déjà dit qui faisait ringard devant son lycée privé. J'ai allumé le moteur, qui a ronronné avec ce bruit familier. Et avant de partir, j'ai regardé dans le rétroviseur. J'ai vu Marianne sortir de la salle, courant après moi dans ses talons loup-boutin. Mais je ne me suis pas arrêtée. Lundi, 8 heures du matin, j'étais à la porte de ma banque Crédit Mutuel à Montreuil quand ils ont ouvert. Le conseiller, Monsieur Dubois, a été surpris de me voir si tôt. Madame Béatrice, tout va bien? Un problème avec le prêt hypothécaire. Je veux annuler selon la loi Scrivener. Il a cligné des yeux. Annuler? Mais vous venez de débloquer le montant la semaine dernière. Je suis dans le délai de rétractation légale. 10 jours. Il m'en reste encore 3. Il a vérifié dans le système. C'était conforme. Le délai légal était respecté. Vous êtes sûr? Parce que si vous annulez maintenant, il sera difficile d'obtenir un autre prêt hypothécaire plus tard. Ça peut affecter votre dossier bancaire. Je suis sûr.
Il a préparé les formulaires. J'ai tout signé. L'argent serait retourné au compte d'où il était sorti. Mon petit appartement de Montreuil était à nouveau libre de toute hypothèque. Quand je suis sorti de l'agence bancaire, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La légèreté. Mon téléphone portable avait 17 appels manqués. 12 de Marianne, 5 de Laurent. Aucun de Sophie. Je n'ai pas rappelé. J'ai passé la semaine à coudre. 3 robes de cocktail, 2 retouches de costume, une réparation de rideaux. Main douloureuse, mais esprit tranquille. Madame Céline, ma voisine de palier, est venue prendre le café mercredi. J'ai vu qu'il y avait du mouvement chez toi ce week-end. Marianne est venue. Non, c'était samedi, la fête de Sophie. J'ai tout raconté. Céline m'a écouté en silence, les yeux devenant de plus en plus grands. Béatrice, tu as bien fait. J'aurais fait la même chose. En fait, pire, j'aurais arrêté la musique et annulé la fête sur place. Nous avons ri. C'était bon de rire de ça. Mais et maintenant, comment les choses se sont passées? Je ne sais pas. Personne n'est venu à Montreuil. Même pas Sophie. Même pas Sophie. Céline a serré ma main. Ça va faire mal un moment. Mais tu as planté une graine. Elle a juste besoin de temps pour germer. Je n'en étais pas si sûre. Vendredi soir, je terminais une robe bleue pour une cliente quand la sonnette a retenti. J'ai regardé par l'œilleton. Sophie, seule. J'ai ouvert la porte. Elle était en jogging Adidas basique, cheveux attachés en queue de cheval, sans maquillage. Elle semblait avoir à nouveau 12 ans. Salut, mamie. Salut, ma chérie. Je peux entrer. J'ai fait de la place. Elle est entrée lentement, comme si elle testait un terrain inconnu dans mon petit appartement de Montreuil. Nous nous sommes assises dans le salon. J'ai offert du sirop de grenadine, elle a accepté. Nous sommes restés en silence pendant un moment. Mes parents se disputent, a-t-elle finalement dit. Se disputent vraiment fort, à cause de l'argent. Je n'ai pas répondu. J'ai juste écouté. Ils vont devoir prendre un crédit à la consommation avec des taux horribles pour payer ce qui manque. Papa parle de vendre sa BMW. Maman fait des crises de nerfs. Elle jouait avec le verre, sans boire. Et moi, je me sens horrible. Parce que tout était à cause de moi. Ce n'était pas à cause de toi, Sophie. C'était à cause de leur choix. Et des tiens aussi. Elle a levé les yeux, rouge d'avoir tant pleuré. Je ne savais pas, mamie. Je jure que je ne savais pas tout ce que tu avais fait. Maman disait toujours que c'était une participation familiale, que tout le monde contribuait. Et tu n'as jamais demandé qui contribuait et combien. Elle a baissé la tête. Non, je voulais juste la fête parfaite. Comme les filles du lycée Henri Catron. Et tu l'as eue. La fête était parfaite. Elle était horrible. Elle était horrible parce que tu as découvert son vrai prix. Mais la fête en elle-même était magnifique. Sophie a commencé à pleurer. Mes amis ont su. Amélie a tout raconté sur les réseaux sociaux. Tout le lycée en parle. Ils parlent de quoi? Que j'ai maltraité ma grand-mère. Que je suis une fille gâtée du 16e. Que je suis honteuse. L'ironie du mot n'est pas passée inaperçue. Et comment tu te sens avec ça? Horrible. Vraiment honteuse. Pas cette honte stupide que je ressentais d'eux. Toi et de ton appartement de Montreuil. Mais honte de moi-même. Elle a essuyé son visage avec la manche du jogging. Amélie m'a dit quelque chose. Elle a dit que sa grand-mère est morte l'année dernière d'un cancer et qu'elle donnerait n'importe quoi pour l'avoir de retour, ne serait-ce qu'un jour. Et que moi j'ai toi ici, vivante, voulant être avec moi. Et je te traite comme de la merde. J'ai tenu sa main. Sophie, tu as 15 ans. 15 ans, c'est l'âge de faire des erreurs, d'apprendre, de grandir. Mais je t'ai blessé. Tu m'as blessé. Beaucoup. Elle a sangloté. Mais ça blesse encore plus d'être loin de toi. Tu es ma petite fille. Mon sang. Ma continuation dans ce monde. Alors tu me pardonnes? Vraiment. J'ai déjà pardonné. Mais pardonner ne signifie pas oublier. Et ne signifie pas que les choses reviennent comme elles étaient. Comment elles vont être, alors? J'ai respiré profondément. Elles vont être comme nous allons construire, ensemble, avec le respect des deux côtés, avec honnêteté, avec des limites. Quel genre de limites? Des limites que je ne suis pas un distributeur automatique. Je ne suis pas une solution pour les problèmes financiers de tes parents. Je ne suis pas une béquille émotionnelle qu'on utilise quand ça arrange et qu'on cache à Montreuil quand ça gêne. Elle a hoché la tête, avalant difficilement. Et des limites que toi, Sophie, tu dois apprendre à valoriser ce qui est réel. Les personnes, pas les apparences du 16e. Le caractère, pas le code postal. L'amour,
pas le standing social. Je veux apprendre. Mamie. Vraiment. J'ai regardé vers elle. Vers ses yeux que j'ai vus s'ouvrir pour la première fois il y a 15 ans à la maternité. Vers ce visage qui portait mes traits. Ceux d'Henri, de Marianne. Alors apprenons ensemble. Les semaines suivantes ont été étranges. Sophie a commencé à venir me voir à Montreuil 2 fois par semaine. Sans prévenir Marianne. Elle prenait le métro ligne 9 jusqu'à Mairie de Montreuil. Au début, nous parlions de choses superficielles. Lycée, copines, séries Netflix. Mais petit à petit, les conversations devenaient plus profondes. Mamie, tu regrettes d'avoir tout dit à la fête. Nous étions en train de coudre ensemble. J'essayais de lui enseigner les bases pour coudre un bouton. Dire la vérité n'est pas quelque chose qu'on regrette. Mais devant tout le monde, devant les parents d'Amélie, de Chloé, de toutes mes amies. Sophie, combien de fois as-tu dit des choses sur moi dans mon dos? À tes copines du lycée, à ta mère, sur tes stories Instagram. Elle est devenue rouge. Alors j'ai parlé devant tout le monde. Au moins c'était de face. Au moins c'était honnête. Elle a réfléchi à ça pendant un moment. Mais tu savais que ça allait causer tous ces dégâts? Mes parents qui se disputent, les problèmes d'argent, l'humiliation sur les réseaux. Je savais que ça causerait des conséquences. Je ne savais pas exactement lesquelles. Mais je savais que quelque chose devait arriver. Pourquoi? J'ai arrêté de coudre et les regarder. Parce que si je ne faisais rien, tu grandirais en pensant que tu peux traiter les gens avec mépris sans conséquence. Que tu peux utiliser qui t'aime et le cacher quand ça arrange. Que l'amour est une transaction financière. Et ce n'est pas. Ça ne devrait jamais l'être. Elle est revenue à essayer de coudre le bouton. Elle s'est piqué le doigt, a sucé le sang. Mamie, maman ne te parle plus. Non. Elle est en colère. Probablement. En colère et honteuse. Une combinaison difficile à digérer. Tu regrettes de l'avoir perdue. La question m'a prise au dépourvu. J'ai senti mes yeux piquer. Je regrette. Chaque jour. Mais je ne peux pas forcer quelqu'un à venir me voir à Montreuil. Elle a dit que tu l'as humiliée. Que tu l'as exposée devant des gens du 16e. Des clients importants de la banque de papa. Des gens importants. C'est la question. N'est-ce pas? Pour ta mère, il y a des gens importants du 16e et des gens qui ne comptent pas de Montreuil. Et tu ne comptes pas. Apparemment, pas suffisamment. Sophie a laissé la couture de côté et m'a embrassé fort. Pour moi tu comptes. Maintenant je sais que tu comptes plus que tout. 2 heures du matin, un mardi. Le téléphone a sonné. J'ai répondu dans le brouillard du sommeil. C'était Marianne. Maman. Sa voix était étrange. Brisée. Marianne, qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé quelque chose. Je dois te parler. Je t'écoute. En personne. Je peux venir à Montreuil. J'ai regardé le réveil. Maintenant, s'il te plaît, viens. 25 minutes plus tard, elle était à ma porte. Cernes profondes, cheveux en désordre, sans le maquillage parfait habituel, en simple jean et pull. J'ai préparé une tisane. Nous nous sommes assises dans la petite cuisine, comme nous le faisions quand elle était au lycée et avait des chagrins d'amour. Laurent veut divorcer. Les mots sont tombés comme des bombes. Quoi? Il dit qu'il n'en peut plus. La pression financière du crédit, les disputes constantes, ce qui s'est passé à la fête. Tout. Elle pleurait maintenant, sans se retenir. Il a dit qu'on avait perdu nos valeurs, qu'on ne pense qu'aux apparences, qu'à garder l'appartement du 16e, qu'à impressionner ses collègues de la BNP, qu'on a oublié ce qui est vraiment important. J'ai tenu sa main par-dessus la table. Maman, j'ai tout gâché. Mon mariage, ma relation avec Sophie, avec toi, tout. Marianne. Non, laisse-moi parler. Je dois parler. Elle a essuyé son visage avec un mouchoir en papier. Quand tu es monté sur cette petite scène, j'ai voulu disparaître. J'ai voulu que le sol de la salle s'ouvre et m'engloutisse. Parce que tout ce que tu as dit était vrai. Chaque mot. Je ne l'ai pas fait pour t'humilier. Je sais, tu l'as fait pour te défendre, pour te protéger, pour avoir enfin de la dignité, parce que personne d'autre n'allait le faire pour toi, pas même moi, ta propre fille. Elle a sangloté. Je suis une mauvaise fille. Maman, mauvaise. Je t'ai exploitée. Je t'ai pressée comme un citron jusqu'à la dernière goutte. Et en plus j'ai laissé Sophie te traiter comme une honte de banlieue. Tu as commis des erreurs, mais tu n'es pas mauvaise. Si, regarde ce que je t'ai fait. À la femme qui m'a élevée seule après la mort de papa dans cet accident de bus, qui a travaillé en cousant jusqu'à ce que ses doigts saignent pour que je ne manque jamais de rien, même pas de cahier neuf à la rentrée. Des souvenirs que je pensais qu'elle avait oubliés. Je suis devenue tout ce que je détestais. Je suis devenue snob.
Matérialiste. Creuse. Une bourgeoise du 16e qui a honte de ses origines de Montreuil. Marianne, regarde-moi. Elle a levé les yeux gonflés. Tu peux changer. Il est encore temps. Tu as 42 ans. Tu as toute une vie devant toi. Mais tu dois choisir quelle vie tu veux vivre. Je ne sais plus qui je suis. Alors redécouvre-toi. Retourne à tes racines de Montreuil. Souviens-toi d'où tu viens. Souviens-toi qui t'a élevé et avec quelle valeur. Elle a serré ma main avec force. Aide-moi, maman, s'il te plaît. Aide-moi à me retrouver. Et là, dans la petite cuisine de Montreuil éclairée seulement par la lumière du micro-ondes, j'ai commencé à aider ma fille à se reconstruire. Marianne a commencé à venir me voir à Montreuil 3 fois par semaine. Parfois avec Sophie, parfois seule. Elle prenait le métro comme avant, quand elle était jeune. Nous parlions de tout. De son enfance dans la HLM, des choix qu'elle avait faits, des raisons qui l'avaient amenée à chercher le statut social si désespérément. Tu sais, maman, j'ai toujours eu un complexe d'être de Montreuil, a-t-elle confessé un jeudi après-midi. Tu n'étais pas pauvre, tu étais modeste. Il y a une différence. Mais je me sentais pauvre. Au lycée Voltaire, les filles avaient des vêtements Zara, partaient en vacances à la mer. Moi j'avais ce que tu arrivais à coudre pour moi avec des tissus du marché. Et tu n'as jamais manqué de rien d'essentiel. Je sais. Mais les adolescents ne pensent pas comme ça. Les adolescents veulent être comme les autres, surtout à Paris. J'ai compris. Pour la première fois, j'ai vraiment compris. Et quand tu as réussi, quand tu as eu ton poste en marketing, quand tu as rencontré Laurent le banquier, tu as voulu tout ce que tu n'avais pas eu. Exactement. Et je voulais que Sophie ait tout ce que je n'avais pas eu. L'école privée, les vêtements de marque, le 16e arrondissement. Sauf que j'ai exagéré. J'ai complètement dépassé les bornes. Tu as dépassé. Elle a souri tristement. Tu ne vas pas adoucir, hein? Non, tu as vraiment dépassé les bornes. Mais reconnaître est déjà un grand pas. Laurent fait une thérapie chez un psy de la rue de Rennes. Il dit qu'il ne reviendra à la maison que si j'en fais une aussi. Alors fais-en une. Tu penses que ça peut nous sauver? Je ne sais pas. Mais ne rien faire ne sauvera certainement rien. Marianne a commencé une thérapie dans un CMP du 20e. Et petit à petit, tout doucement, elle s'est transformée. Petit changement. Elle a commencé à cuisiner plus à la maison au lieu de commander sur Deliveroo. Elle a résilié son abonnement à la salle de sport Tantard Novamante continue de luxe du 16e. Elle a vendu des sacs à main de marque qu'elle ne portait jamais sur Vinted. C'est étrange. Maman, je me sens plus légère, moins de possession, plus de liberté. Laurent a remarqué. Il dit que je ressemble à la fille qu'il a rencontrée il y a 15 ans. Celle qui prenait le métro et mangeait des sandwichs dans les jardins du Luxembourg. Tu le es. J'essaie. Pour la première fois en 10 ans. J'essaie vraiment. 1 mois et demi après la fête, j'ai reçu une lettre par la poste. Enveloppe rose, écriture soignée d'adolescente. C'était de Sophie. Chère mamie Béatrice, je ne sais pas trop comment écrire ça. J'ai essayé plusieurs fois et j'ai tout déchiré. Mais la psychologue que maman m'a fait commencer à voir, oui, je fais une thérapie, toute la famille est en thérapie maintenant, a dit qu'écrire aide à organiser les pensées. Alors voilà, j'ai demandé pardon en personne, je sais, mais je dois le mettre sur papier pour que ce soit enregistré quelque part. J'ai été horrible avec toi. Pas seulement horrible, j'ai été cruelle, égoïste, ingrate. J'ai passé toute ma vie à penser que tu avais l'obligation de tout faire pour moi. Parce que c'est mamie, non? Mamie donne tout et n'attend rien en retour. Mais maintenant je comprends que ce n'est pas comme ça. Que tu es aussi une personne. Avec des sentiments, des limites, de la dignité. La fête a été un électrochoc pour moi. Quand tu es monté sur cette scène, j'ai pensé, ma vie est finie. Je pensais que tu détruisais tout mon avenir social au lycée. Mais après j'ai réalisé, tu ne détruisais pas. Tu reconstruisais. Tu m'enseignais la leçon la plus importante de ma vie. Tu sais ce qu'Amélie m'a dit? Que tu es la mamie la plus badass qu'elle connaisse. Désolée pour le mot, mais elle a utilisé ce terme et je suis d'accord. Parce que tu n'as pas accepté d'être petite. Tu n'as pas accepté d'être la mamie honteuse de Montreuil qu'on cache. Tu n'as pas accepté d'être exploitée. Tu t'es levée, littéralement. Tu es montée sur cette scène et tu t'es levée devant tout le monde. Et ça, mamie, c'était la chose la plus courageuse et la plus puissante que j'ai jamais vu quelqu'un faire. Je ne veux pas être comme j'étais. Je veux être comme toi, forte, digne, vraie, pas fausse comme ces filles du 16e qui font semblant sur Instagram. Je t'aime plus que les mots ne peuvent le dire. Ta petite fille, qui essaie vraiment de s'améliorer. Sophie. PS. J'ai supprimé mon compte TikTok.
Je préfère passer du temps à Montreuil avec toi qu'à faire semblant d'avoir une vie parfaite. J'ai plié la lettre avec les mains tremblantes. J'ai pleuré là, seule dans mon petit salon de Montreuil, pendant 15 minutes d'affilée. Pas de tristesse, de soulagement profond. La graine avait germé. 2 mois après la fête, Marianne m'a appelé. Maman, nous voudrions faire un dîner ici à l'appartement. Juste nous 4. Toi, moi, Laurent et Sophie. Un dîner dans le 16e. Oui, pour parler, vraiment parler, sans téléphone portable, sans distraction, sans fuir les sujets difficiles. J'ai hésité. Je ne sais pas. Marianne, le 16e, ce n'est pas. S'il te plaît, maman, nous en avons besoin. J'en ai besoin. J'y suis allée en métro, ligne 9 puis ligne 6. La table était simple. Rien des dîners élaborés que Marianne organisait pour impressionner les collègues de Laurent. Pâte carbonara maison, salade verte, pain de la boulangerie du coin. J'ai tout fait moi-même, a-t-elle dit avec un sourire timide. Sans traiteur Fauchon, sans champagne Veuve Clicquot. Juste moi dans ma cuisine. Nous nous sommes assis tous les 4. Le silence initial était inconfortable. Laurent s'est raclé la gorge. Madame Béatrice, je voudrais demander pardon. Sincèrement, pour mon rôle dans tout ça. J'ai regardé vers lui. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en 2 mois. J'ai laissé les choses nous échapper. J'ai laissé l'obsession du standing du 16e contaminer notre famille. Et pire, j'ai laissé que vous soyez humiliés à la fête que vous aviez financée avec votre propre logement. Excuses acceptées. Il a semblé soulagé, ses épaules se sont détendues. Marianne était la suivante. Maman, ma psy m'a posé une question lors de notre dernière séance. Elle m'a demandé, quand était la dernière fois que tu as fait quelque chose pour ta mère sans rien attendre en retour. Elle a fait une pause, les yeux brillants de larmes contenues. Je n'ai pas pu répondre, parce que ça fait des années que je ne fais que demander, demander, demander. Et toi tu ne fais que donner, donner, donner. Et je n'ai jamais rien rendu, jamais un simple merci sincère. Tu n'as pas besoin de rendre. Marianne, je suis ta mère. Si, j'en ai besoin. Pas avec de l'argent, mais avec la présence, avec le respect, avec un amour réel qui ne dépend pas du code postal où tu habites. Sophie s'est éclairci la gorge. Mon tour. J'ai fait signe que oui. Mamie, je réfléchissais. Tu as dit que tu as de l'arthrite aux mains et que coudre devient de plus en plus difficile. C'est vrai. Certains jours je peux à peine tenir l'aiguille. Et si j'apprenais sérieusement? Si tu m'enseignais vraiment la couture? Comme ça quand tes mains ne pourront plus, je peux prendre le relais. Je peux devenir couturière comme toi. Et on passe du temps ensemble à Montreuil. Du vrai temps. Mon cœur s'est serré d'émotion. Tu veux vraiment apprendre la couture? Toi qui voulais faire Sciences Po. Je veux apprendre à être comme toi. Apprendre un vrai métier, avec les mains. Et la couture semble le meilleur début, plus authentique que le marketing ou la finance. Je n'ai pas pu retenir les larmes. Laurent a levé son verre de jus de fruits. Un toast. Tous ont levé leur verre. À Madame Béatrice, la femme la plus forte et la plus digne que je connaisse. Et à la famille. À notre famille imparfaite, bordélique, mais qui peut encore se réparer. Nous avons trinqué. Et là, à cette table simple du 16e qui ressemblait enfin à un vrai foyer, avec de la nourriture faite maison et des conversations honnêtes, nous avons recommencé à être une vraie famille. Les choses ne sont pas devenues un conte de fées. La vraie vie ne fonctionne pas comme ça à Paris. Marianne et Laurent continuent en thérapie de couple. Le mariage est encore fragile, mais ils se battent pour le sauver. Leur niveau de vie a considérablement baissé. Ils ont quitté l'appartement du 16e pour un 3 pièces plus modeste à Vincennes. Laurent a vendu sa BMW pour une Peugeot d'occasion. Ils ont coupé drastiquement les dépenses. C'est bizarre, maman, m'a dit Marianne lors d'une de ses visites à Montreuil. Nous avons moins de choses. Nous habitons à Vincennes et plus dans le 16e. Mais nous nous disputons beaucoup moins. Tu crois que c'est lié? Ce n'est pas une coïncidence. Sophie est radicalement différente. Pas complètement transformée. Les adolescents ne changent pas miraculeusement, mais elle essaie sincèrement. Elle vient me voir à Montreuil chaque semaine. Elle apprend la couture, très maladroitement, je dois l'admettre, mais elle apprend avec détermination. Mamie, regarde, j'ai réussi à faire un ourlet presque droit. Il est encore de travers, mais beaucoup moins de travers qu'avant. C'est un progrès, non. Nous avons ri ensemble. Elle a coupé les ponts avec plusieurs amies. Des filles toxiques du 16e, dit-elle. Des filles qui ne pensent qu'à Instagram et aux marques de luxe.
Elle s'est fait de nouvelles amies, des filles qu'elle décrit comme plus authentiques, moins superficielles. Quant à moi, je continue à coudre dans mon petit appartement de Montreuil. Les mains font de plus en plus mal avec l'arthrite, mais je peux encore travailler. Et maintenant, Sophie m'aide pour les travaux les plus simples. La retraite reste modeste, mais je n'ai plus de dettes. Mon appartement est vraiment à moi. Ma dignité aussi. Et j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Après avoir recommencé à me valoriser, à ne plus accepter d'être traitée comme une honte de banlieue, les gens ont commencé à me valoriser différemment aussi. Madame Céline passe toujours prendre le café. Le groupe de couture du centre social de Montreuil m'a invité à donner des cours bénévoles. J'ai même reçu une invitation pour le 50e anniversaire d'une ancienne cliente. Vous êtes une inspiration pour le quartier, a-t-elle dit. Cette histoire de votre petite fille et de la fête a fait le tour de Montreuil et même au-delà. Vous êtes devenu un symbole de dignité. Un symbole de quoi exactement? Je ne suis pas entièrement sûre. Mais j'accepte avec humilité. Je terminais une retouche de pantalon quand le téléphone portable a sonné. Numéro inconnu parisien. Allô, Madame Béatrice? Ici Françoise Mercier. Nous nous sommes brièvement rencontrés à la fête de Sophie. Je suis la mère d'Amélie. Je me suis souvenue. La dame élégante du 16e qui m'avait salué ce soir-là. Oui, je me souviens. Tout va bien. Écoutez, je sais que cela peut sembler étrange, mais Amélie m'a raconté que Sophie va chez vous à Montreuil pour apprendre la couture. Oui, c'est exact. Et j'ai pensé, est-ce que je pourrais amener Amélie aussi, pour qu'elle apprenne avec vous? J'ai cligné des yeux. Surprise. Vous voulez dire, une fille du 16e venir à Montreuil pour apprendre avec moi? Exactement. Amélie passe toute sa journée sur TikTok et Instagram, vivant dans un monde d'apparence et de futilité. Et je pense que passer du temps avec vous, apprendre quelque chose de concret, quelque chose avec les mains, quelque chose de vrai, serait extrêmement bénéfique pour elle. Je ne suis pas une enseignante diplômée, Madame Mercier. Vous n'avez pas besoin de diplôme. Vous êtes mieux que ça. Vous êtes authentique. Vous êtes une femme qui a osé se lever et dire la vérité. J'ai accepté avec une certaine appréhension. Amélie a commencé à venir avec Sophie, prenant le métro depuis le 16e jusqu'à Montreuil. Puis, 2 autres filles se sont jointes. Puis, 3 de plus. Mon petit salon de Montreuil est devenu un atelier de couture improvisé tous les mercredis après-midi. 6 adolescentes de différents quartiers de Paris apprenant à faire des ourlets, coudre des boutons, réparer des déchirures. Mamie Béa, l'une d'elles m'a appelée spontanément. Toutes ont rapidement adopté ce surnom affectueux. Mamie Béa, regarde. J'ai réussi à faire mon premier coussin. Mamie Béa, tu peux m'apprendre à faire une jupe simple. C'était chaotique, bruyant, fatigant pour mes vieilles mains arthritiques. C'était absolument merveilleux. Un samedi après-midi pluvieux, Marianne est apparue seule à Montreuil. Maman, je dois te demander quelque chose. Et tu as le droit de dire non. Parle. Je voudrais recommencer à te rendre visite régulièrement. Pas pour demander de l'argent, pas pour demander un service. Juste pour être ta fille. Simplement être ensemble. J'ai senti un nœud dans la gorge. Genre, venir prendre le café avec toi le samedi matin à Montreuil. Ou déjeuner ensemble au marché. Ou juste, parler de nos vies. Pourquoi tu demandes la permission, Marianne? Tu es ma fille. Parce que j'ai perdu ce droit d'une certaine façon. Quand je t'ai traité comme un distributeur automatique de billets, quand je t'ai éloigné de nos vies, quand j'ai laissé Sophie te traiter comme une honte de banlieue. Marianne, tu n'as jamais perdu le droit d'être ma fille. Jamais. Alors je peux venir, régulièrement, comme avant, quand j'étais jeune. Tu peux, tu pourras toujours. Elle m'a embrassé longuement. Nous sommes restés comme ça pendant un long moment silencieux. Tu sais, maman, ma psy m'a demandé combien de fois je t'avais dit je t'aime ces 5 dernières années. Et alors, je n'ai pas réussi à me souvenir d'une seule fois. Pas une seule fois en 5 ans. Je l'ai éloignée doucement. J'ai tenu son visage entre mes mains comme quand elle était petite. Alors commence maintenant. Il n'est jamais trop tard. Je t'aime, maman. Je t'aime tellement. Moi aussi je t'aime, ma fille. Je t'ai toujours aimée. 3 mois après l'épisode de la couture avec les adolescentes, j'ai reçu une proposition complètement inattendue. La directrice du lycée public de Sophie, Madame Fontaine, m'a invitée à la rencontrer dans son bureau. Madame Béatrice, nous avons eu vent du travail remarquable que vous faites avec ces jeunes filles à Montreuil. Enseigner la couture, transmettre des valeurs authentiques, être une véritable mentor. Ce n'est rien d'organisé, Madame la directrice. C'est juste un petit atelier informel dans mon salon. Exactement.
c'est organique, c'est authentique, c'est réel. Et apparemment, ça transforme profondément ces adolescentes. Elle s'est penchée sur son bureau avec intérêt. Nous aimerions vous proposer quelque chose d'officiel. Et si vous donniez des ateliers ici au lycée, une fois par semaine, le mercredi après-midi, enseigner la couture bien sûr, mais aussi raconter votre parcours, transmettre votre sagesse de vie. Je n'ai aucun diplôme d'enseignement. Je suis juste une vieille couturière de Montreuil. Vous avez quelque chose de bien plus précieux qu'un diplôme. Vous avez l'expérience de la vraie vie. Vous avez l'authenticité. Vous avez eu le courage de vous lever publiquement et de dire la vérité quand tout le monde attendait que vous vous taisiez et acceptiez l'humiliation. J'ai hésité longuement. Je ne sais pas si je peux gérer ça à mon âge. Madame Béatrice, vous avez pris un prêt hypothécaire de 13 000 € à 63 ans pour payer la fête d'une petite fille qui vous a appelé une honte. Et vous avez eu le courage de monter sur une scène pour rétablir votre dignité. Si ça ce n'est pas être capable de gérer, alors je ne sais pas ce que c'est. J'ai ri malgré moi. Elle avait un argument imparable. D'accord, j'accepte votre proposition. Mais il y a une condition non négociable. Laquelle? Sophie doit être mon assistante officielle. Je veux qu'elle apprenne aussi à transmettre, pas seulement à recevoir. Marché conclu, Madame Béatrice. L'atelier a démarré un mercredi après-midi de novembre. 15 adolescentes entre 14 et 16 ans dans une salle de classe réaménagée. Certaines curieuses, d'autres clairement sceptiques. Sophie m'a aidé à organiser tout le matériel de couture. Fils de différentes couleurs, aiguilles de diverses tailles, chutes de tissu récupérées. Les filles, votre attention s'il vous plaît. Madame Fontaine a appelé. Voici Madame Béatrice. Et elle va vous apprendre à... Eh bien, je la laisse vous expliquer elle-même. J'ai regardé ces visages jeunes et pleins d'attente. Si jeunes, si semblables à Sophie quelques mois auparavant. Je ne vais pas vous enseigner seulement la couture, ai-je commencé d'une voix claire. Je vais vous enseigner à réparer. Quelques-unes ont froncé les sourcils, perplexes. Réparer un chemisier déchiré, bien sûr, mais aussi réparer une relation avec quelqu'un que vous avez blessé. Réparer vos propres erreurs. Vous réparez vous-même quand la vie vous déchire. Silence total dans la salle. Parce que la couture c'est fondamentalement ça. C'est prendre quelque chose de cassé, quelque chose qu'on pourrait jeter, et le faire fonctionner à nouveau. Parfois mieux qu'avant, parfois différemment, mais fonctionnel et digne. Une fille au fond a levé timidement la main. Ce n'est pas vraiment seulement à propos des vêtements, n'est-ce pas madame? Non, ma chérie, ça ne l'a jamais été. Les ateliers du lycée sont devenus quelque chose de bien plus profond que j'avais imaginé. Ce n'était pas seulement de la couture technique. C'est devenu un espace thérapeutique où ces adolescentes pouvaient être vulnérables et honnêtes. Au 3e cours, l'une d'elles, Camille, a commencé à pleurer silencieusement en essayant maladroitement de faire un ourlet. Je n'y arrive pas du tout. Tout est complètement de travers. Je suis vraiment nulle à ça. Je me suis assise à côté d'elle, posant doucement ma main sur son épaule. Tu es en train d'apprendre, Camille. Il y a une énorme différence entre être nulle et être en apprentissage. Mais je voulais que ce soit parfait dès le début. Pourquoi cette obsession de la perfection? Elle a hésité, jouant nerveusement avec le tissu. Parce que tout dans ma vie doit être parfait. Mes notes au lycée, mon apparence physique, mes photos Instagram. Si ce n'est pas absolument parfait, alors ça ne vaut rien du tout. J'ai regardé autour de moi. D'autres têtes hochaient en signe d'accord silencieux. Vous savez quel est le vrai problème avec cette obsession de la perfection? Ai-je demandé à toutes. C'est qu'elle n'existe tout simplement pas dans la réalité. Et quand vous passez votre vie entière à poursuivre désespérément quelque chose qui n'existe pas, vous oubliez complètement de vivre votre vraie vie. J'ai montré mes mains à tout le groupe, pleines de cicatrices visibles, doigts déformés par l'arthrite progressive, callosité accumulée sur des décennies de travail. Ces mains ne sont absolument pas parfaites, mais elles ont créé des robes de mariée magnifiques, des layettes pour nouveau-nés, des réparations qui ont sauvé le vêtement préféré de quelqu'un. Ces mains imparfaites ont accompli énormément de choses bonnes et utiles. Camille a regardé attentivement ses propres mains, jeunes, lisses, encore sans aucune marque de la vie. Vos mains auront leurs propres histoires à raconter un jour, mais seulement si vous les laissez essayer, se tromper, apprendre. Seulement si vous acceptez que vous allez faire des erreurs, piquer vos doigts, recommencer 100 fois. Elle a essuyé ses larmes avec détermination et est revenue courageusement à sa couture. À la fin du cours de 2 heures, son ourlet était indéniablement de travers, mais il était terminé et fonctionnel. Et surtout, elle souriait avec fierté.
Un jeudi soir particulièrement froid, Sophie a demandé à dormir chez moi à Montreuil. Comme quand j'étais petite, a-t-elle dit avec nostalgie, quand tout était plus simple. J'ai préparé avec soin la petite chambre d'Amy. Drap propre sentant la lavande, la couverture en patchwork qu'elle avait toujours particulièrement aimée. Nous avons regardé ensemble un vieux film français, mangé du pop-corn maison. Pendant quelques heures précieuses, c'était comme si le temps était miraculeusement revenu en arrière. Avant de se coucher, elle est venue s'asseoir au bord de mon lit. « Mamie, je peux te confier quelque chose d'important. » « Toujours, ma chérie. » Elle s'est assise en tailleur sur le lit. J'ai profondément honte de ma fête de 15 ans. À cause de ce qui s'est passé ce soir-là. Non. Enfin, oui, mais pas seulement ça. J'ai honte parce que absolument tout était si terriblement faux, si superficiel. Elle a serré un coussin contre elle. Les gens qui étaient invités, la moitié d'entre eux je ne les aime même pas vraiment. La robe était objectivement magnifique, mais je pouvais à peine respirer dedans tellement elle était serrée. La décoration était hors de prix, mais complètement sans âme. Tu comprends. J'ai fait signe que je comprenais parfaitement. Et quand tu es monté sur cette petite scène, quand tu as dit toute la vérité devant tout le monde, j'ai d'abord ressenti une honte terrible. Mais après quelques jours, c'était du soulagement profond. Du soulagement. Oui, comme si finalement quelqu'un avait eu le courage d'arracher le masque, d'exposer ce qui était réellement vrai derrière les apparences. Elle m'a regardé intensément, les yeux brillants d'émotion dans la pénombre douce de la chambre. Je voudrais organiser une autre fête. Pas pour mes 15 ans, c'est déjà passé évidemment. Mais genre, une vraie célébration. Simple et authentique. Seulement avec les gens que j'aime sincèrement. Ici à Montreuil peut-être. Avec un gâteau fait maison par toi. Mon cœur s'est rempli d'une émotion indescriptible. Et cette fois, je voudrais que tu sois la vraie star de la soirée. Pas moi du tout. Sophie, ma chérie. Parce que j'ai finalement réalisé quelque chose de fondamental. Cette fête n'a jamais vraiment été à propos de moi. Elle a toujours été à propos de toi. De ton amour inconditionnel. De ton sacrifice incroyable. De ta dignité. Et je ne l'ai même pas remarqué sur le moment. J'ai serré ma petite fille dans mes bras. Elle a pleuré doucement sur mon épaule comme quand elle était toute petite et faisait des cauchemars. Mais cette fois, elle pleurait complètement éveillée. Elle pleurait en pleine conscience. Et ça changeait absolument tout. 2 mois plus tard, je faisais mes courses au Monoprix de Montreuil quand j'ai littéralement heurté quelqu'un dans l'allée des pâtes. Pardon, je ne regardais pas. Madame Béatrice. C'était Monsieur Rousseau. Le gérant de la salle de réception du 17e, avait eu lieu la fête catastrophique de Sophie. Monsieur Rousseau. Quelle surprise inattendue. Il a souri, mais il y avait quelque chose de profondément différent en lui. Quelque chose de plus léger, plus apaisé. Madame Béatrice, je dois absolument vous remercier. Me remercier? Pourquoi donc? Pour cette soirée mémorable, pour ce discours courageux. J'ai regardé, complètement confuse. Je travaille dans l'événementiel de luxe depuis 15 ans. Et vous savez ce que je voyais constamment? Des familles s'endettant dangereusement pour impressionner des gens qui ne se soucient absolument pas d'elles. Des personnes dépensant des fortunes colossales en une seule soirée, oubliant complètement que la vraie vie continue le lendemain. Il a ajusté les courses qu'il portait. Cette soirée, votre courage, m'ont profondément fait réfléchir, m'ont fait sérieusement questionner ce que je faisais professionnellement. Si je voulais vraiment continuer à faire partie de ce système toxique qui littéralement détruit les gens financièrement et moralement. Et qu'avez-vous décidé? J'ai démissionné de la salle du 17e. J'ai ouvert un petit espace beaucoup plus modeste à Bagnolet. Des fêtes simples, accessibles, authentiques. Je ne gagne plus du tout autant d'argent qu'avant, mais je dors infiniment mieux la nuit. J'ai souri chaleureusement. Je suis vraiment heureuse pour vous, Monsieur Rousseau. Vous avez inspiré bien plus de gens que vous ne l'imaginez cette soirée-là. Pas seulement votre famille. Absolument tous ceux qui étaient présents sont sortis en réfléchissant profondément, en questionnant leurs propres valeurs, certains en changeant radicalement leur vie. Il a pris congé avec une accolade sincère. Je suis resté là, immobile dans le rayon du supermarché de Montreuil, digérant lentement cette révélation. Parfois, quand vous trouvez le courage de vous lever pour défendre votre propre dignité, vous levez aussi beaucoup d'autres personnes autour de vous, sans même en avoir la moindre conscience sur le moment. Pour mon 64e anniversaire, Marianne m'a offert un cadeau complètement inattendu. Une vieille boîte à chaussures usées. À l'intérieur, des lettres manuscrites. Des dizaines et des dizaines. Qu'est-ce que c'est exactement? Lis-les tranquillement, maman.
a-t-elle simplement demandé. J'ai ouvert la première avec curiosité. Elle était datée précisément d'il y a 4 mois. Maman, aujourd'hui en thérapie j'ai longuement parlé de toi, de comment je t'ai si mal traité pendant des années. Ma psy m'a demandé d'écrire des lettres thérapeutiques, une par semaine minimum, disant toutes les choses tantar novamente continuar que je ne t'ai jamais dites. Je ne sais pas si tu les liras un jour, mais j'ai absolument besoin d'écrire. Tu as été à la fois mère et père pour moi. Après la mort tragique de papa dans cet accident, tu ne t'es pas effondrée. Tu es devenue encore plus forte. Pour moi, uniquement pour moi. Je ne t'ai jamais vraiment remercié pour ça. Je t'aime. Marianne. Une autre lettre. Une autre semaine différente. Maman, je me suis souvenu aujourd'hui de cette fois où je voulais absolument une robe spécifique pour la remise des diplômes du collège. Elle coûtait 300 €. Une fortune. Tu as dit que tu ne pouvais vraiment pas. Mais une semaine exactement avant la cérémonie, tu m'as donné une robe. Ce n'était pas celle que je voulais du magasin. C'était 1000 fois mieux. Tu l'avais créée, cousue entièrement à la main, avec des détails personnalisés qu'aucune robe de boutique n'aurait jamais eu. Je l'ai portée avec fierté. J'ai été la plus complimentée de toute la cérémonie. Mais je ne t'ai jamais vraiment remercié. Je n'ai jamais dit que c'était la robe la plus spéciale et significative que j'ai jamais portée de toute ma vie. Je te le dis maintenant, même si c'est 25 ans trop tard. Je t'aime. Marianne. J'ai lu absolument toutes les lettres avec une émotion croissante. 16 lettres au total. Une pour chaque semaine depuis ce fameux soir de la fête. Quand j'ai terminé la dernière, Marianne pleurait silencieusement à côté de moi. Je ne savais pas comment te demander pardon de façon adéquate. Alors j'ai commencé par écrire ce que je ressentais vraiment. J'ai serré ma fille dans mes bras. Elle était redevenue toute petite. Ma petite fille vulnérable. Tu es déjà pardonnée, Marianne. Tu l'étais depuis le tout début. Comment tu arrives à me pardonner si facilement après absolument tout ce que je t'ai fait? Parce que tu es ma fille. Et l'amour d'une mère est exactement comme ça. Il n'est pas parfait. Il n'est pas conditionnel aux erreurs. Il ne s'arrête jamais, quoi qu'il arrive. Nous sommes restés enlacés comme ça pendant longtemps. 2 cœurs se réparant mutuellement point par point. La vraie fête a eu lieu un dimanche après-midi ensoleillé de juin dans mon petit appartement de Montreuil. Simple et authentique. 20 personnes maximum. Famille sincère et vrais amis seulement. Il n'y avait pas de décoration hors de prix. Il y avait une corde à linge avec de vieilles photos jaunies. Des moments réels et précieux. Il n'y avait pas de traiteur gastronomique à 1000 €. Il y avait de la vraie nourriture faite maison avec amour. Quiche Lorraine, ratatouille, tarte tatin. Il n'y avait pas de DJ professionnel avec sono géante. Il y avait Laurent jouant des morceaux simples à la guitare, Sophie chantant complètement faux, tout le monde riant de bon cœur. C'était l'exact opposé de cette fête de 15 ans du 16e arrondissement. Et c'était infiniment, infiniment mieux. Sophie a fait un discours improvisé, pas répété 100 fois, pas parfait techniquement, mais profondément réel et sincère. Il y a exactement 1 an, j'ai eu mes 15 ans, et j'ai eu la fête la plus chère et simultanément la plus vide et creuse de toute ma vie. Les gens écoutaient dans un silence respectueux. Aujourd'hui, nous célébrons, rien de spécifique en fait, juste le bonheur simple d'être ensemble, d'être une vraie famille. Et honnêtement, c'est la fête la plus riche de sens que j'ai jamais eue. Elle m'a regardé directement, les yeux brillants. Mamie, tu m'as enseigné quelque chose de fondamental. La honte n'est absolument pas d'être simple ou modeste. La vraie honte c'est d'être faux, superficiel, de vivre dans le mensonge. Et je l'ai été pendant trop longtemps, mais je ne le serai plus jamais. Applaudissements sincères, larmes authentiques, étreintes chaleureuses. Marianne a aussi pris la parole spontanément. Ma mère m'a enseigné que la dignité ne s'achète jamais, ne se vend jamais, ne se négocie jamais, quel que soit le prix, et que l'amour véritable doit parfois être dur et exigeant pour être réellement authentique. Laurent a remercié de ne pas avoir abandonné leur famille malgré tout. Madame Céline a fait rire tout le monde avec des anecdotes savoureuses du quartier. Les filles de l'atelier de couture du lycée m'ont offert une magnifique couette en patchwork qu'elles avaient cousue elles-mêmes pendant des semaines. Chaque carré de tissu portait un message brodé avec application. Vous nous avez appris à réparer ce qui est cassé. Vous nous avez appris à être forte et digne. Vous nous avez appris que la perfection est complètement surestimée. J'ai pleuré abondamment, énormément, mais c'était exclusivement des larmes de bonheur profond. À la fin de l'après-midi parfaite, quand tout le monde était déjà reparti et que je lavais la vaisselle avec Sophie dans ma petite cuisine, elle m'a posé une question essentielle.
Est-ce que ça valait finalement le coup, mamie? Toute cette souffrance terrible, est-ce que ça valait vraiment la peine? Je me suis arrêtée. J'ai réfléchi profondément et honnêtement. Tu sais, Sophie, je ne choisirais certainement pas de repasser volontairement par tout ça. Être appelée une honte a fait mal d'une façon qui fait encore mal parfois quand j'y repense. Elle a baissé la tête, touchée de culpabilité. Mais, j'ai continué fermement. C'était absolument nécessaire. Parce que si rien de tout ça n'était arrivé, tu n'aurais jamais vraiment appris. Je ne me serais jamais défendue. Ta mère ne se serait jamais réveillée. Rien n'aurait changé du tout. Alors ça valait chaque centime dépensé, chaque larme versée, parce que maintenant j'ai toi vraiment, pas la Sophie qui veut désespérément impressionner les autres. La vraie Sophie, authentique et belle. Elle m'a embrassé fort, mouillant mon tablier de cuisine de mousse de vaisselle. Je t'aime, mamie, et je n'aurai plus jamais honte de le dire publiquement, à toi ou à absolument n'importe qui d'autre. Aujourd'hui, 2 années complètes après cette fameuse fête de 15 ans, ma vie est profondément différente. Je ne suis toujours pas riche financièrement. Je continue à vivre modestement de ma petite retraite et de mes travaux occasionnels de couture. Mais je suis respectée, par moi-même d'abord, et par tous les autres ensuite. L'atelier hebdomadaire au lycée est devenu un programme permanent et reconnu. Plus de 60 jeunes filles sont déjà passées par là. Beaucoup reviennent régulièrement pour visiter, pour raconter qu'elles ont réussi à réparer un vêtement déchiré, ou une relation brisée, ou elles-mêmes. Sophie a maintenant 17 ans. Elle veut faire des études d'assistance sociale à la Sorbonne. Je veux aider les gens comme tu m'as aidé, mamie. Redonner ce que j'ai reçu. Marianne est retournée courageusement étudier. Elle fait un master en psychologie à Paris 8. Il n'est jamais trop tard pour recommencer sa vie, dit-elle avec conviction. Et elle a profondément raison. Laurent et elle restent mariés. Ce n'est pas du tout parfait, mais c'est réel et honnête. Et finalement, ça suffit largement. Mon petit appartement de Montreuil reste modeste, simple, mais constamment rempli de vraie vie. Chaque semaine il y a quelqu'un ici, apprenant à coudre, prenant le café longuement, parlant sincèrement de la vie. Je suis devenue, complètement sans le vouloir, une sorte de sage conseillère du quartier entier. Madame Béatrice, mon fils me manque de respect. Qu'est-ce que je fais? Madame Béatrice, mon mari ne me valorise plus. Comment je gère cette situation? Madame Béatrice, je me sens complètement invisible. Comment vous avez fait pour vous faire enfin voir et respecter? Et je réponds toujours honnêtement, avec authenticité, avec amour, avec cette sagesse particulière qui vient uniquement de quelqu'un qui a déjà été complètement brisé et qui s'est patiemment réparé soi-même. Parce qu'au final, nous sommes tous comme des vêtements déchirés par la vie, attendant simplement quelqu'un qui se soucie suffisamment pour nous réparer avec patience. Ou mieux encore, attendant d'apprendre enfin à nous réparer nous-mêmes. Avec dignité. Parfois, quand je suis seule tard le soir, cousant tranquillement à la lumière douce de ma vieille lampe, je pense à absolument tout ce qui s'est passé. Je pense à comment une seule phrase terrible, « Tu es une honte », a radicalement changé le cours de tant de vies différentes. Je pense à comment la douleur profonde, quand elle est correctement transformée, peut miraculeusement devenir guérison pour tous. Je pense à comment le silence par amour est fondamentalement différent du silence par peur ou par soumission. Et je pense surtout à combien de personnes là-bas, partout en France, se taisent encore actuellement. Combien de grands-mères, de mères, de filles, d'amis acceptent quotidiennement des miettes d'affection en échange de fortunes de sacrifice. Combien sont appelées des hontes, littéralement ou figurativement, et baissent simplement la tête par habitude. Combien paient des fêtes extravagantes, des factures astronomiques, des rêves coûteux d'autrui, pendant que leurs propres rêves meurent lentement de faim dans le silence. Et je voudrais tellement pouvoir parler directement à chacune d'elles. Je voudrais pouvoir leur dire simplement « Lève-toi ». Pas nécessairement besoin que ce soit sur une scène publique, avec un microphone, devant 60 personnes qui jugent. Ça peut être discrètement dans ta cuisine, dans ton salon, dans ton cœur silencieux. Mais lève-toi quand même. Parce que quand tu trouves le courage de te lever pour ta propre dignité, tu enseignes inconsciemment à d'autres personnes à se lever aussi pour la leur. Et petit à petit, une par une, nous changeons profondément le monde. Pas avec des révolutions violentes et bruyantes, mais avec une dignité silencieuse et puissante. Avec un amour qui a des limites saines. Avec une bonté qui n'est absolument pas de la bêtise ou de la faiblesse. Avec un pardon qui n'est jamais de la permissivité aveugle. Aujourd'hui, j'ai officiellement 65 ans. L'arthrite dans mes mains est objectivement pire qu'avant. Certains jours difficiles,
je peux à peine tenir fermement l'aiguille. Mais je continue obstinément à coudre, parce que la couture, pour moi, est devenue bien plus qu'un métier ou un passe-temps. C'est devenu une puissante métaphore de la vie elle-même. Tu prends quelque chose de complètement cassé, quelque chose de déchiré, quelque chose que la plupart des autres jetteraient sans réfléchir, et tu le répares patiemment, point par point méticuleux, avec patience infinie, avec amour inconditionnel, avec la certitude profonde que rien n'est jamais totalement perdu tant que quelqu'un se soucie suffisamment. Sophie est ici avec moi maintenant à Montreuil, faisant consciencieusement les points délicats que mes doigts arthritiques n'arrivent plus à faire correctement. Mamie, tu penses sincèrement que je serai vraiment bonne à ça un jour? Je regarde attentivement son travail actuel. Encore imparfait et de travers, encore maladroit, mais indéniablement meilleur qu'avant, toujours meilleur qu'avant. Tu le es déjà, mon amour, tu es déjà bonne. Tu ne le remarques simplement juste pas encore. Elle sourit largement, ce sourire magnifique qui ne cache plus du tout les dents, ce sourire complètement libre de toutes les apparences superficielles, ce sourire authentique qui a finalement coûté 13 000 €, une humiliation publique traumatisante et 2 années complètes de reconstruction patiente, mais qui valait absolument chaque centime dépensé, chaque larme amère versée, chaque point minutieux donné pour réparer patiemment ce qui était si profondément déchiré, parce qu'au final, ce n'est jamais vraiment à propos de la fête extravagante. Ça ne l'a jamais été. C'est à propos de se regarder honnêtement dans le miroir et de reconnaître avec fierté qui est vraiment là. C'est à propos d'être appelé une honte et de répondre avec dignité. Non, la vraie honte c'est qui a complètement oublié d'honorer qui aime. C'est à propos d'enseigner, à travers la douleur transformée, ce que le confort facile n'enseigne jamais. C'est à propos de laisser un héritage précieux qui n'est absolument pas fait d'argent ou de possession, mais uniquement de dignité humaine. Et ça, mes amis, ça personne ne peut jamais acheter, ni enlever. Alors je laisse ici quelques questions importantes pour vous, qui avez écouté jusqu'à la toute fin. Qui dans votre vie vous laissez actuellement vous traiter comme une honte? Littéralement ou figurativement? Quelle fête émotionnelle ou financière payez-vous constamment pour des personnes qui ne vous valorisent même pas? Et la question la plus importante, quand exactement allez-vous monter sur votre propre scène et dire enfin votre vérité? Pas obligatoirement besoin que ce soit dramatique, pas nécessairement besoin que ce soit public, mais ça doit absolument être honnête. Avec vous-même d'abord, avec qui vous aimez sincèrement, avec qui ne vous aime pas vraiment en retour, parce que la vie est vraiment trop courte pour être vécue avec honte de ce que vous êtes authentiquement, et simultanément trop longue pour être vécue sans aucune dignité. Si cette histoire vous a touché émotionnellement d'une façon ou d'une autre, laissez un commentaire racontant votre propre expérience. Vous avez déjà vécu quelque chose de similaire? Comment avez-vous géré cette situation? Et si vous connaissez quelqu'un autour de vous qui a absolument besoin d'entendre ce message vital, partagez cette vidéo. Parce que parfois, une simple histoire sur une grand-mère de Montreuil et une fête de 15 ans dans le 16e arrondissement peut être exactement ce dont quelqu'un a désespérément besoin pour trouver enfin le courage. Pour se lever avec dignité, pour se valoriser enfin, pour être, finalement, qui il aurait toujours dû être depuis le début, libre.